Aujourd'hui, nous retrouvons Agatha pour découvrir les coulisses du métier d'Éric Ardouin, neuropsychologue au CRTLA, Centre de référence des troubles du langage et des apprentissages. Bonjour. Bonjour. Pouvez-vous m'expliquer en une phrase votre métier comme un enfant de 12 ans? Très bien. Donc moi je reçois des enfants, adolescents qui ont souvent des difficultés scolaires, plus ou moins importantes, et on ne sait pas trop pourquoi. Et souvent ils pensent qu'ils sont bêtes, qu'ils n'arrivent pas, etc. Et donc ce qu'on fait, c'est qu'on fait une évaluation vraiment complète, pluridisciplinaire, pour éventuellement mettre en œuvre, observer des difficultés qu'on dit spécifiques. Un enfant qui a du mal à lire, qui a du mal à écrire, alors qu'il n'est pas bête, hein, voilà. Mais il serait capable, mais il est gêné par une fonction ou autre qui lui pose problème. Voilà. Et c'est pas marqué sur le front. Ça. Donc des fois il faut faire des enquêtes avec l'enfant. Donc on fait une enquête ensemble pour essayer de voir un petit peu, bon alors c'est quoi les points faibles, c'est quoi les difficultés et comment on peut faire pour aider en partant de là. Et qu'on dise pas de bêtises sur l'enfant surtout. Voilà. Quelles sont vos formations? Alors moi je suis à la base un neuropsychologue pur et dur. Alors, on ne dit pas neuropsychologue normalement, c'est psychologue clinicien, patin couffin. Mais j'ai fait le DESS à l'époque, donc DESS Master 2 à Chambéry en neuropsychologie. Et j'ai travaillé pendant près de 15 ans en neurologie adulte, en parallèle de la neuropédiatrie, donc avec tout ce qui est neurologie adulte, consultation mémoire, vieillissement, etc. Donc avec toujours une activité d'évaluation purement neuropsychologique. Okay. Voilà. Là, chez l'enfant, il y a une bonne part de, entre guillemets, simple psychométrie, mais mon abord reste celui d'un abord neuropsychologique. J'ai fait un DESS, donc celui de Chambéry, oui, donc okay. Il y avait un des premiers qui avait la mention neuropsychologie, avec Paris 6 ou je ne sais plus, donc un DESS historique. Plus tard, j'ai fait un DEA, qui était à l'époque le DEA national de neuropsychologie, qui était sur Toulouse, Lyon et Paris. Bref, j'ai mis des couches un peu en neuropsycho. Et après, comme beaucoup, j'ai fait un DU TCC et des petites choses annexes. Mais c'est vraiment neuropsychologie à la base. La prochaine question, ça équivaut à vos expériences professionnelles antérieures. Donc vous dites que vous avez fait surtout en neuropsychologie. Alors en neuropsychologie, donc en neurologie adulte, donc au CH de Narbonne. Oui. J'étais à mi-temps longtemps là-bas et mi-temps ici en neuropédiatrie. J'ai travaillé aussi 3 ans en neurochirurgie, en unité de recherche, où j'ai commencé un DEA et j'étais parti sur une thèse, mais disons que le protocole a coupé court, il n'y avait pas assez de patients, c'était compliqué. La recherche, c'est très très compliqué en France. Oui. Voilà, surtout en cadre hospitalier, c'est très encadré, mais voilà. Parfois, il faut 2 ans pour mettre en place un protocole et puis après, il n'y a plus de patients. Donc, voilà. J'ai travaillé aussi 1 an, à l'époque, il y avait encore le service militaire obligatoire. J'ai eu la chance de le faire 1 an en service de psychiatrie adulte dans un hôpital d'instruction des armées HIA à Metz. Et j'ai vu énormément de patients de schizophrénie débutante, d'épisodes psychotiques, d'hystérie. Enfin, ça a été vraiment une plongée dans la psychiatrie. Ça a longtemps servi. C'est pour ça que je conseille toujours à tous les apprentis neuropsycho, psychologie cognitiviste ou d'éducation ou quoi aux caisses, de faire un détour par la pédopsychiatrie ou la psychiatrie le plus possible avant de démarrer. Voilà. Dans quel lieu exercez-vous votre activité? Au CHU depuis toujours. Enfin, CH Narbonne et CHU ici. Ok. Quel est le public avec lequel vous travaillez ou que vous accompagnez? Donc enfants, adolescents, jeunes adultes, en sachant qu'en médecine, c'est très compartimenté et que quand on passe la majorité, 18 ans, on relève plus d'un neuropédiatre, mais d'un neurologue et ça devient très compliqué. Donc on essaie d'accompagner les enfants, adolescents conçus jusqu'au début de l'âge adulte, en sachant qu'après... le plus tard que vous pouvez, si c'est jeune adulte... Ça peut aller sur des suivis d'étudiants qui ont encore besoin d'aménagement, par exemple, ou autre. C'est des jeunes adultes, 20, 21, 22, mais rarement plus. Quoi. Maintenant, on va poser des questions sur l'organisation et les conditions de travail. Donc la première, c'est comment fonctionne la hiérarchie dans votre organisme? Alors, je ne vais pas vous faire un topo sur la hiérarchie au sein d'un CHU. Voilà, on ne dépend que de la directrice de l'établissement avec une délégation, chef de service. Nous, ce qu'il y a, c'est que c'est des missions très très fixées, c'est très structuré. C'est vraiment le CRTLA, donc on a des missions très claires, chacun sait ce qu'il a à faire, on a une équipe pluridisciplinaire, donc on est sur un fonctionnement, on n'a pas de grosse latitude. C'est des bilans avec des créneaux, il y a des programmations, c'est des bilans qui sont prévus longtemps à l'avance, 6-8 mois, donc tout ça est quand même, doit être bien joué, il y a une partition à jouer quand même. Voilà. Une fois qu'on est OK avec ça, il n'y a pas de problème d'autorité. Quelles sont vos conditions de travail? Les moyens que vous avez ou dans l'environnement? Très franchement, on s'habitue, ça fait 25 ans que je travaille, mais ça se dégrade, ça c'est sûr. Au niveau des locaux, c'est compliqué. On a trouvé une organisation en fait, qui a été forcée par le Covid. Bon, là, on devait fonctionner par demi-journée, c'était
Et du coup, on s'organise parce qu'on est deux ou trois psychologues, il y a deux orthophonistes, il y a une institutrice, et il n'y a absolument pas assez de bureaux. Donc on partage les bureaux. Donc ce qui veut dire que officiellement on est censé être à temps plein, mais officieusement et concrètement, on est présent dans nos bureaux quand on reçoit les enfants. Et il y a, comme beaucoup de psychologues, neuropsychologues, un gros temps d'élaboration, d'interprétation, de rédaction, des comptes rendus, etc., qui se fait sur site, si on peut, à la maison, le plus souvent. D'accord. Voilà. Donc si cette organisation-là est tolérée, elle l'est, voilà, ça va. Mais si d'un jour ou l'autre on avait, je sais pas, un cadre ou autre qui voulait que non, il faut que les psychologues soient là absolument tous les jours de 8 à machin, ça exploserait. Donc vous n'êtes pas tout le temps dans ce bureau. Non, et ce serait pas possible. Pouvez-vous nous décrire un déroulement type d'une journée? Par exemple, votre journée d'hier? Oui, après, comme je vous le disais, depuis le Covid, on s'est organisé par demi-journée. Ok. Donc ce qui n'est pas forcément idéal, mais c'est pas systématique. Encore une fois, chacun a un fonctionnement différent. On a chacun une mission principale qui est d'évaluation et des missions annexes aussi, on en reparlera. Mais par exemple, le lundi, c'est une journée, voilà. Le lundi matin, j'ai deux créneaux. Un créneau, c'est 2 heures. Voilà. Où on reçoit un enfant, parfois pour un bilan prolongé sur le deuxième créneau, ou 2 enfants. Voilà. Et donc la matinée est consacrée vraiment, alors il y a l'étude des dossiers au préalable, des fois qu'on fait le vendredi avant le week-end. Et donc ce temps-là est occupé vraiment en présence de l'enfant et des familles pour le bilan, l'entretien, l'anamnèse, le retour, etc. En bloc. Et ensuite, après-midi, on reprend tout ça et puis on interprète, on rédige, etc. etc. On élabore là-dessus. Voilà. Donc c'est en gros 2 créneaux de 2 heures par journée. Ça peut être 2 le matin, 2 l'après-midi, des fois, comme aujourd'hui le mercredi, c'est un à 10h30 et un à 13h30. D'accord. Et il y a, alors je précise, donc il y a aussi un temps de staff, de réunion pluridisciplinaire tous les mardis, qui dure 3 heures. Voilà. Où on aborde les enfants la semaine précédente. Et un temps FIR, comme souvent à l'hôpital, formation, information, recherche, qui est dédié à ces choses-là. Quelle est la quantité de travail en dehors de vos horaires de travail? Ce que je fais comme volume de travail correspond à un temps plein. D'accord, oui. Voilà, en gros, avec des variables, des aléas, voilà, des variations, pardon. Mais ça correspond à un temps plein. Et puis s'il y a un congrès à préparer, parce qu'on a aussi des fonctions de formation, d'intervention dans les congrès, de recherche, etc. À ce moment-là, on met les bouchées doubles. Des fois, je travaille le soir pendant les vacances. Et puis, il y a d'autres moments où c'est plus laxe, quoi. Donc, c'est très variable. Vous avez votre temps plein. Ouais. Et la quantité de travail hors ce temps plein, il est conséquent? Il y a des fois, si c'est des périodes où il n'y a pas de congrès, où il n'y a pas de travail annexe à faire, ça tourne relativement bien. Ça correspond à un temps plein. Et c'est assez souvent? Oui, c'est quand même la plupart du temps. Après, je vous dis ça, le service, le CRTLA, il a quand même 24 ans d'ancienneté. Voilà. Là, on est arrivé à un fonctionnement qui n'a pas été de soi, où on a une quantité de bilan chacun qui a été, disons, adaptée. Il fut un temps où il y avait plus de demandes de bilan, et on travaillait beaucoup plus, et ça n'allait pas. Il a fallu qu'on se batte un petit peu quand même, voilà, pour faire en sorte qu'il y ait un temps suffisant, parce que c'est un temps aussi qu'on prend avec les enfants, avec les familles, etc. Donc ça a été aussi le travail d'une lutte quand même, le fruit d'une lutte. D'accord. Quels outils utilisez-vous dans votre pratique? Tous les outils psychométriques plus ou moins bien étalonnés quand on en fait bon usage. Par exemple, lesquels? Les échelons évidemment qui sont la base, parce que bien interpréter c'est quand même riche, ça ouvre beaucoup de choses, beaucoup d'observables, et toutes les batteries, NEPSI, TEACH, etc. qu'on aborde, qu'on utilise chacun à notre façon, selon nos habitudes, notre expérience, notre façon d'aborder, mais toutes les épreuves neuropsycho, y compris celles issues de la neuropsychologie adulte, du moment qu'il y a un minimum d'étalonnage, voilà, en étant très prudent par rapport à ça, parce que l'étalonnage c'est comme le parent pauvre, sauf pour les bachelors. Voilà, mais voilà, NEPSI, figure dorée, Trelleck test, le Stroop, enfin, les classiques, quoi. Donc vous utilisez que des bilans, des outils psychométriques? Oui, avec évidemment les échelles aussi, questionnaires, parce que c'est toujours tripartite. Voilà, il y a l'observation d'une performance en situation d'évaluation, avec les données d'étayage, etc. Il y a ce qu'on peut recueillir via les témoignages des uns et des autres, via les questionnaires en particulier. Il faudrait aussi avoir une approche écologique au quotidien, mais ça c'est... Oui, et vous utilisez l'entretien L'entretien, évidemment, oui. Non, mais, alors par contre, il faut savoir que, comme je le disais, c'est quand même assez compartimenté et bien huilé comme fonctionnement. Donc, nous, on reçoit des enfants qui ont été programmés par la neuropédiatre. Donc, les demandes transitent d'abord par la neuropédiatre, la chef d'unité, au CRTLA, avec des dossiers souvent très complets.
Voilà. Et c'est elle qui juge ensuite alors il faut tel ou tel bilan pour qu'on essaye d'affiner les choses et d'arriver à un diagnostic. En général, on n'a pas à faire l'analyse in extenso. D'accord. Voilà. On n'est pas médecin non plus. On a souvent sur des profils où il y a de la neuro quand même. Voilà. Plus ou moins. Okay. Ou soft ou pas soft. Donc là, c'est au médecin de le faire, évidemment. D'accord. Quels sont vos partenaires ou associés dans votre travail? Partenaires, alors on a avec nous une enseignante spécialisée, voilà, qui est une espèce d'inclusion comme ça, en agent double un petit peu de l'éducation nationale. Et, ça fonctionne bien. Ça fonctionne bien, elle est très précieuse puisqu'elle fait le lien avec les écoles et je sais que ça peut être très compliqué. Voilà. Et on n'a pas le temps de nous rendre dans les équipes pédagogiques et de faire ce travail de lien qui est évidemment nécessaire. Voilà, tout ça est très cloisonné entre l'éducation nationale, le champ libéral, le CNPP, les CMP, le CHU, enfin, bref. C'est compliqué, donc on a peu de partenaires. Après, il y a des réseaux, il y a le réseau Occitanie, donc tout ça, c'est complexe. Hein. Il faut vraiment voir un peu comment c'est structuré, niveau 1, niveau 2, niveau 3, etc. Voilà, on est censé travailler avec tout le monde, du libéral en passant par l'école et par les centres spécialisés, etc. Comment percevez-vous ce métier avant de l'exercer et qu'en pensez-vous aujourd'hui ? Je pense comme beaucoup d'apprentis psychologues ou étudiants, on n'a pas forcément Enfin, moi, je savais pas que j'allais aboutir en tant que neuropsychologue en CRTLA, absolument pas. Je savais que la psychologie puis la neuropsychologie m'intéressaient beaucoup, à la fois vouloir aider et comprendre, les deux, etc. Oui. Donc, j'avais pas d'idées préconçues, ou alors elles étaient tellement naïves que je les ai oubliées, quoi, pas pertinentes. Voilà. Donc, du coup, je n'ai pas été déçu parce que j'ai découvert à mesure. À travers toutes ces expériences-là, et je pense qu'on sera tous amenés, enfin vous serez tous amenés beaucoup, à passer par différents types de temps partiels, d'expériences dans des établissements différents, avec des personnes différentes. Donc voilà, c'est tellement multifacette. Vous avez eu une sorte de choc entre attente vs réalité ? Non. La découverte du milieu médical, quand même, du milieu hospitalier, ça reste quand même quelque chose. Oui. Voilà. Surtout quand on est débutant, quand on est étudiant et stagiaire, là on est soumis à une autorité parfois à l'époque un peu brutale de la part de médecins qui font comme ça avec tous les internes, les infirmières, etc. Ça peut être un peu un choc. Voilà. S'adapter à cette espèce d'enjeu un peu autoritaire où on se demande mais attendez, voilà. Et c'est vrai que la place du psychologue au sein de l'hôpital n'est pas toujours très lisible, y comprise par ceux qui sont plus dans l'action et le quantifiable. Donc ça peut faire un choc pour certains. Quels peuvent être les avantages de votre profession ? Alors cette question, j'ai regardé un peu, je me dis, oh là là, c'est maladroit comme question. Avantages, inconvénients, les plus, les moins. Bon, on voit comment répondre. Après, c'est très personnel. Hein. Disons que, effectivement, je vois une réponse qui peut être que personnelle. Pour moi, en tout cas, c'est que ça reste, en tout cas là, comme on est affaire à des cas souvent complexes, quoi. Donc, même malgré la routine de l'évaluation que porte l'évaluation, parce que finalement, c'est une seule activité. Les enfants sont tous tellement différents, les profils tellement intriqués, intricables, complexes, qu'on est toujours remis un petit peu en question et ça reste très stimulant, du coup, très très stimulant. C'est pour peu qu'on soit un peu curieux, intellectuellement et émotionnellement, ça n'arrête pas de nous interpeller en fait. Donc ça c'est un premier avantage. Voilà. C'est que ça fait un bon contrepoint. Donc du coup, il n'y a pas de routine. Il pourrait y en avoir une, mais en fait, il n'y en a pas. La plupart des stagiaires qui viennent ici se disent, bon, alors on va faire des whisks et des machins, des lepsies, et ça va être que ça. Mais en fait, non, c'est vrai que cet enfant-là, et ça vous marque, hein, chaque enfant c'est une rencontre à chaque fois. Voilà. Il y a aussi le fait que c'est quand même gratifiant, parce que c'est un moment qui est souvent attendu. Parfois, c'est des délais de 6 mois à 1 an pour avoir un bilan ici. Parfois, trop attendu, parce que le réseau en amont ne fonctionne pas bien. Mais du coup, c'est un moment qui est précieux, avec beaucoup d'enjeux pour l'enfant, plus ou moins figuré pour les parents. Et ce qu'on peut dire à ce moment-là, ce qu'on peut renvoyer à ce moment-là, peut avoir un impact qu'il ne faut pas sous-estimer, notamment pour redonner confiance à l'enfant. C'est l'occasion. Voilà. Puisqu'on fait des tests de QI, on a des arguments en plus solides pour pouvoir renvoyer l'image que l'enfant n'a plus de lui-même. C'est souvent le cas. Voilà. Donc c'est un moment à jouer en trouvant les mots justes, parce qu'effectivement l'enfant s'est engagé, il est rentré dans les exercices avec vous, vous l'avez accompagné, il y a une espèce de lien qui se crée comme ça, il y a des moments donnés où on peut là en profiter pour donner le mot juste, moduler un peu la représentation qu'ils avaient a priori, aider à avancer, ne serait-ce qu'à ce moment-là, c'est précieux, parce que ça a été super attendu, donc il y a des leviers comme ça, et ça on s'en lasse pas non plus. Donc il y a une reconnaissance à ce moment-là, et des fois on a des retours, merci beaucoup, machin, voilà, et puis j'en oublie. Hein, voilà. Et là, donc, des inconvénients. Ouais. Là c'est encore plus personnel, parce qu'on pourrait ne pas supporter la routine. Je connais des collègues qui
parfois aussi par idée préconçue. Moi, j'ai vraiment été dans la neuropsycho et l'évaluation. J'en ai fait une expertise, si vous voulez, après 25 ans. Donc, du coup, je sors sur l'expertise et c'est encore un autre, quelque chose qui est autogratifiant quelque part. On exerce une expertise, on voit qu'on l'exerce bien, on continue à le faire. Mais c'est vrai que si on ne rentre pas dans ce cercle vertueux-là, faire que de l'évaluation, ça peut paraître un peu aride, voire stérile à d'autres. Voilà. Avec un besoin d'aider plus, ce qui est parfaitement compréhensible et encore heureux que beaucoup de psychologues passent de l'autre côté, qui est ô combien délicat, voire un art de la prise en charge et de la rééducation, etc. Voilà. Il n'y a pas ça. Donc c'est un inconvénient. Et c'est vrai que dans le cadre des limites, c'est une autre question que vous aurez certainement, mais on aimerait bien ici au centre de référence avoir ne serait-ce qu'un peu plus de temps pour revoir après coup les enfants, les familles une fois ou deux pour aller plus loin, prolonger la guidance, prolonger les conseils, ne serait-ce que ça. Malheureusement, les budgets étant ce qu'ils sont et les missions étant ce qu'elles sont, on les voit le temps d'une évaluation, parfois 1 an ou 2 ans après, mais ça s'arrête là. Donc là, il y a une frustration, il faut s'adapter à ça. Quel est l'événement le plus marquant dans votre métier actuel ? J'ai pensé à cette question, j'ai pas d'événement marquant. Il n'y a rien qui vous vient à l'esprit à part le Covid, évidemment, qui a été une révolution, qui a été une véritable expérience extra-hospitalière. Non, il n'y a pas un événement. Si je devais me replonger un petit peu, il y a plein d'enfants où en fin de semaine, on s'en souvient encore, où ils nous reviennent. Mais là, comme ça, qui émerge après sur 2, 3, 5 ans, pas un événement particulier. Comment gérez-vous la mise à distance face aux situations difficiles ? Alors ça renvoie à un truc qu'on n'a pas évoqué tout à l'heure. C'est il y a ces missions d'évaluation et pendant 10 ans, j'avais d'autres missions qui sont maintenant assurées par des collègues de soutien qui n'ont strictement rien à voir. Mais on est agent hospitalier, donc on est psychologue de toute façon. On peut se dire neuropsycho, moi je fais que de l'évaluation, ok on entend mais t'es psychologue quand même. Donc il y avait une forte demande de soutien donc aux enfants hospitalisés et aux familles d'enfants hospitalisés, on parle bien de neuropédiatrie. Donc là c'est parfois très 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 lourd. Voilà, on parle de palliatif. On parle de condamnation à handicap lourd ou à la mort proche. On parle d'annonces diagnostiques sur le coup, de choses vraiment rarissimes et incurables. On parle de trucs vraiment lourds. Voilà. Il y a aussi des troubles somatoformes. Il y a tout un tas d'éventails où le psychologue clinicien peut être vraiment mis en difficulté. Et on nous demandait d'intervenir donc sur ces missions-là. En plus des bilans, donc c'était un temps aménagé. J'ai fait ça pendant 10 ans, ça a été difficile. Parce que de gérer à la fois le côté je passe à des bilans neuropsycho en CRT, là, dyslexique, TDAH, etc., avec parfois des choses importantes ou difficiles, et tout d'un coup, on m'appelle pour un truc, une mère qui est effondrée ou qui veut tout casser parce qu'elle ne comprend pas le diagnostic. Ça, jour après jour, c'était compliqué. Il se trouve que ça a été compris, et donc on a une psychologue qui est forcément à temps partiel malheureusement, dont l'activité n'est dédiée qu'à ça. D'accord. Et c'est mieux. Voilà. Et j'ai une autre collègue par contre qui fait aussi des bilans comme moi et qui maintient une activité de soutien. Voilà. J'espère qu'elle va tenir, elle fait très très bien, elle est très compétente, très investie. C'est difficile. Voilà, c'est difficile. Et là, effectivement, là se posait la question de la mise à distance, etc. Donc quand on n'est pas soi-même, quand on a un enfant de 7 ans qui va super bien et qu'on voit que là, on va aller voir une maman qui a un enfant de 7 ans qu'on condamne à 3 ans, vas-y, fais ton travail de psychologue, quoi. C'est difficile. Vous sentez-vous épanoui dans votre travail ? Plutôt. Oui. Vraiment à ma place. D'accord. Donc, je fais du bon boulot, je suis reconnu par les médecins avec qui je travaille, les collègues, depuis un bout de temps maintenant. Ça, c'est super important, la reconnaissance des pairs aussi, qui ne vient pas forcément tout de suite. Ça, je l'ai eu, donc j'en suis heureux. Quel est votre salaire ? Alors, pour parler clairement, jusqu'à l'année dernière, c'était 2600 net, après quasiment 25 ans de carrière. Voilà. Là, récemment, on s'en fout, mais j'étais promu hors classe, donc c'est un truc, je ne m'attendais pas du tout, on ne demande pas de toute façon. C'est à l'ancienneté, si on a fait son travail correctement. Donc il y a une augmentation récente, peut-être assez conséquente, je ne sais pas encore, je vais voir. Voilà. Et j'étais à 2600, mais pendant 15 ans, j'ai été titularisé après 16-17 ans, je crois, de CDD renouvelés, de CDI à mi-temps au Siège de Narbonne, mais aussi CDD, des fonds de recherche d'abord. Ça a été vachement pendant 15 ans. Voilà. Et il a fallu présenter le concours 2 fois pour finalement l'avoir, parce que il y a des enjeux, des trucs, des machins, on ne sait pas trop comment ça marche. Donc ça a été difficile pendant 15 ans financièrement, voilà, comme beaucoup. On ne fait pas ça pour l'argent, ça c'est sûr.
Pourquoi avez-vous choisi cette profession? Bonne question. Ça s'est fait un peu par à-coup, mais en tout cas, il y avait, comme je disais tout à l'heure, l'envie de comprendre de manière générale. J'avais fait avant une formation plutôt scientifique et une curiosité d'esprit, l'envie de comprendre, et l'envie d'aider aussi. Puis à un moment donné, ça se rejoint. Et puis bon, il y a les années universitaires. Alors, sauf que la psychanalyse à Montpellier, bon, j'ai pas trop adhéré pour diverses raisons. Après, bon, on pourra en discuter longtemps. Hein. Je pense qu'il y a plus à jeter maintenant qu'à prendre, mais il y a quand même des choses qui restent intéressantes et pertinentes. Mais de fait, la seule chose qui me paraissait vraiment solide, avec des garde-fous suffisants et qui pouvait ouvrir à une compréhension de feu l'appareil psychique, c'était les neurosciences et la neuropsychologie. Voilà. Donc naturellement, je me suis orienté vers ça et j'ai fini par retrouver mon compte. En sachant que ça ouvre à des questions quasiment philosophiques auxquelles la psychanalyse ni personne ne peut répondre, sur la conscience, le libre arbitre, etc. Donc c'est vraiment le cerveau, les neurosciences, etc. Donc j'ai commencé quand tout ça a vraiment explosé en fait. Voilà. Donc ça s'est fait, je suis tombé dans ce fleuve-là, hein, clairement, et je m'y trouve bien. Hein. Voilà. Et il y avait quand même cette idée de comprendre et d'aider toujours, et surtout de lutter contre les idées inadéquates, comme disait Spinoza. Voilà. Les mauvaises représentations, voilà, et qui sont toujours véhiculées à droite et à gauche. Donc démystifier tout ça et aider les petits patients et leurs parents à avoir des idées plus adéquates sur les choses. Ça déjà, c'est rendre service. J'ai une dernière question pour vous. Quel conseil donnerez-vous à quelqu'un qui voudrait exercer votre métier? Alors, lire énormément, apprendre le plus possible, surtout sur les premières années, où on a encore le feu vraiment. Là, il faut en mettre des couches, mais vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Surtout si on parle de neuropsycho, parce que c'est forcément extrêmement complexe, hein, le cerveau, je pense qu'on n'a pas fait plus compliqué. Lire beaucoup, utiliser tous les supports possibles, se méfier quand même, aller à la source quand même le plus possible, parce qu'évidemment YouTube, il y a plein de gens qui sont des machins. Aller à la source le plus possible, donc on a plein de très bons auteurs en France, encore heureux, qui rendent leur travail accessible. Pas que chez Odile Jacob, hein, voilà, mais il y a plein de choses. Donc lire énormément, apprendre le plus possible, ça c'est la première chose que je pourrais conseiller. Pour le reste, après, c'est affaire de personnes aussi, donc tout ce qui va être à la motivation. Dans la pratique même, moi, avec les stagiaires, j'insiste beaucoup, quand c'est en Master 2, sur la qualité de l'écrit, qui peut se perdre parfois. Arriver à mettre des mots sur les choses, c'est déjà un travail clinique de psychologue, savoir nommer les choses. Et ça se traduit aussi par une capacité à les nommer par écrit. Un bilan neuropsychologique, c'est pas juste des chiffres, et c'est des années-lumière de ça. Voilà, c'est la partie émergée de l'iceberg, les chiffres, et à la limite, on s'en fiche. Mais comment on les interprète, et puis la petite vignette clinique qui montre un petit peu les mécanismes de défense, l'état de confiance de l'enfant, comment il réagit par rapport à l'anxiété. Est-ce que là c'est un évitement ou est-ce qu'il est distrait? Est-ce que là il est fatigué ou est-ce qu'il sature? Est-ce qu'il bascule sur aussi également une forme d'évitement? Apprécier toute cette matière-là et pouvoir la nommer. Voilà. Et ça se travaille, ça s'affine. Comme un écrivain. Alors on n'est pas écrivain, mais je dirais que si on lit du Proust ou des machins comme ça, ou des grands auteurs, ça peut aider, comme des grands philosophes, à être un meilleur psychologue. Merci d'avoir répondu à toutes mes questions. Je vous en prie.